Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Anthony Briand. Bonjour Anthony Briand. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Décideurs engagés. Vous êtes directeur de l'École nationale des ponts et chaussées. Vous êtes ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts. Vous avez travaillé au ministère de la Ville, au ministère du Logement. On va en parler, mais la règle de l'émission, c'est qu'on va d'abord parler de vous, Anthony Briand. Qu'est-ce qui vous porte dans la vie? Qu'est-ce qui vous a construit? Quel est votre parcours pour commencer? Mon parcours, c'est celui d'un jeune garçon né dans le Loir-et-Cher, il y a quelques années maintenant, qui était plutôt adapté au système scolaire, qui a fait son bonhomme de chemin. Et puis en fin de terminale, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer une classe préparatoire à Orléans et de me préparer au concours. Et puis les concours ont bien marché, l'école polytechnique, l'école des ponts, et puis la chance de pouvoir intégrer un corps technique de l'État, le corps des ponts, des eaux et des forêts, et puis de construire cette carrière professionnelle au sein de ce ministère autour de thématiques qui, pour le coup, me portent depuis plusieurs années: le logement, l'urbanisme, l'aménagement, la ville. On en reparlera. Est-ce que c'était un choix de départ, justement, de s'orienter vers cette filière? Pas spécifiquement, parce qu'il n'y a pas dans ma famille de référents particuliers sur ces enjeux-là. C'est la construction d'un parcours au fur et à mesure de découverte d'enjeux, de métiers possibles, de rencontres aussi, exactement, de gens qui vous inspirent à un moment donné où vous les croisez. Vous avez fait votre classe préparatoire à Orléans. C'était un choix aussi de rester en Provence? Alors c'était un vrai choix. J'ai choisi les classes préparatoires très tard, les découvrant vraiment en terminale. Et par contre, c'était un vrai choix de la faire en province, à Orléans. C'était à 1 heure de route de chez moi. Et à l'époque, j'avais 18 ans, je me voyais mal me jeter dans le grand bain parisien. Et donc ça me rassurait. Oui, alors ça, c'est la crainte de beaucoup d'étudiants, j'imagine, la peur de se jeter dans le grand bain, d'aller à Paris, et avec toutes les complications aussi financières que ça suppose. C'était ça le problème pour vous? C'était ça, et puis aussi le fait de se retrouver dans la grande ville, alors qu'il faut gérer aussi le passage en classe préparatoire. Donc je me suis dit la charge de travail que exactement, ça suppose. exactement. Donc et moi je suis un fervent défenseur aussi des classes préparatoires dans nos différents territoires. J'ai été très heureux à Orléans en classe préparatoire. Alors le métier de l'ENPC, c'est d'aménager la ville et les territoires pour rendre notre vie collective possible. C'est ça la mission? C'est comme ça que j'aime à le définir. L'École nationale des ponts et chaussées, qui était une école historique de notre pays, puisqu'elle a été créée en 1747, au fil du XVIIIe et du XIXe siècle, et puis du XXe siècle, été un des acteurs de l'aménagement de nos territoires, depuis la révolution industrielle jusqu'aux villes nouvelles dans les années 60. Et aujourd'hui, avec les enjeux de la transition écologique, avec les enjeux de la transition énergétique, s'ouvre devant nous un nouveau chapitre de la restauration de nos territoires, du lien avec le vivant. Et j'aime à penser que l'école des ponts et ses ingénieurs ont beaucoup à y contribuer de nouveau. Absolument. Alors quels sont ces enjeux de développement pour demeurer une école d'aménagement des territoires et répondre justement à ces enjeux de la transition écologique? Ce sont des enjeux énormes, absolument énormes. C'est des enjeux énormes. La décarbonation, par exemple, de nos vecteurs énergétiques est un enjeu majeur dans les années qui viennent, qu'on prend à bras-le-corps dans nos enseignements et dans notre recherche à l'école des ponts. Et donc, ça nous force, et c'est ça qui fait le sel de ce métier, à se demander si on est à la hauteur de ce qui nous a précédé, de se dire aujourd'hui comment doit-on transformer nos formations, les outils qu'on donne à nos élèves, la recherche que l'on développe dans nos laboratoires, parce qu'en fait notre modèle de formation est très appuyé, assis sur notre recherche, pour les outiller, pour les armer en fait face à tous les enjeux qui sont devant nous en matière de restauration de l'environnement, de restauration de nos milieux de vie. On pourra parler de la ville et de l'adaptation au changement climatique. Absolument. Et ça, c'est un vrai challenge. Alors justement, il y a des formations qui sont adaptées, qui s'adaptent au fur et à mesure. Comment ça se passe? Oui, l'école des ponts a fait le choix il y a déjà plus de 10 ans de s'inscrire dans une feuille de route de la transformation de ses enseignements aux enjeux de la transition écologique. On disait à l'époque développement durable. Et donc, ça commence par, en première année, des cours d'ouverture pour comprendre en fait le caractère systémique très complexe de ce qui est en train de se passer. Et puis, dans chacune des filières de spécialisation de nos ingénieurs en 2e et en 3e année,
que chacun puisse, dans son domaine, appréhender les enjeux. Je prends un exemple, on a un département sur la ville, l'environnement et les transports. La question qui se pose, c'est comment on adapte au changement climatique qui est là, nos différents territoires. Je parlais de la ville, ce n'est pas que la ville, c'est aussi tous les territoires. Aussi bien les construire que les transformer. Ça, exactement, en fait. Et ça, c'est un vrai enjeu de l'ingénieur. Vous voyez, j'y reviendrai peut-être, mais on peut avoir une image de l'ingénieur et de la performance technologique et de la performance technique. Voilà. Aujourd'hui, on est dans autre chose. Il faut qu'on invente une nouvelle ingénierie qui prend les choses telles qu'elles sont. Et de façon globale, même. Et de façon globale, de façon très systémique, ce qui d'ailleurs pose un vrai challenge de discussion entre les sciences techniques, les sciences de l'ingénieur, les sciences de l'environnement et les sciences sociales, et puis qu'on refasse avec. Et une école comme la mienne, qui est en fait dont le cœur de l'expertise, c'est tout ce qui fait la matérialité de notre vie collective, les équipements, les routes, les ponts, les hôpitaux. Tout ça, c'est là, c'est émetteur de CO2, c'est consommateur de matière. Et donc la question, c'est comment on avance, comment on continue à faire collectif en étant plus sobre dans la manière dont on transforme ces objets. Plus sobre, et je vous cite, vous avez dit, il n'y aura pas de transition écologique s'il n'y a pas aussi une réflexion sur la justice sociale de cette transition. Ça, c'est essentiel. Pour moi, c'est essentiel. Puis alors, je reviens sur mon parcours personnel. J'ai la chance de retourner souvent dans ces territoires et de voir aussi comment les gens des territoires vivent au quotidien, en fonction de leurs opportunités et leurs contraintes, les transformations dans leur vie quotidienne qu'on leur demande de faire. Et donc, quand je dis il n'y aura de transition écologique que si elle est juste, c'est si on arrive collectivement à dessiner un horizon heureux lié à cette transition écologique. Et une acceptation aussi. Et une acceptation. Et donc, c'est là où il y a un vrai enjeu aussi, moi, que je trouve intéressant pour les ingénieurs. Et je leur dis à mes élèves, je leur dis, ayez conscience, prenez conscience de la diversité de notre corps social, des territoires, et essayez d'avoir une proposition pour chacun de ces territoires-là. Oui, il faut s'adapter aux zones agricoles, aux quartiers difficiles, enfin voilà, il y a tout aux villes. Parce que s'il joue vraiment un enjeu de justice, et puis au-delà de ça, s'il joue un enjeu de cohésion sociale et territoriale, c'est-à-dire qu'il faut que les solutions soient appropriées par nos concitoyens, et pour ça, il ne faut pas que ça tombe comme ça à côté. Je prends un exemple, les travaux de la planification écologique qui ont été territorialisés, qui ont été régionalisés, sont un bel exemple et un outil, un matériau de construction en interne de l'école pour penser cette adaptation à la diversité de nos territoires. Est-ce que le gros enjeu, ce sont aussi les zones sensibles? Est-ce que ça, c'est une réflexion à l'École nationale des ponts et chaussées? Ça l'est, pour être très franc avec vous, c'est en plus un sujet qui m'anime depuis longtemps, parce que mon premier poste en tant qu'ingénieur des ponts était dans un ministère qui s'appelait à l'époque le ministère de la Ville, qui s'occupe essentiellement des zones défavorisées. Et je pense que oui, j'ai travaillé ensuite longtemps dans le logement social. Je prends un exemple, il y a un gros enjeu de rénovation énergétique du parc social, avec des bailleurs sociaux en France qui font un énorme travail, qui sont des maîtrises d'ouvrage très performantes, mais ça demande aussi beaucoup d'investissements. Et c'est tout ça qui se joue. Et oui, et dans un contexte en plus économique difficile, où il y a une crise du logement, donc comment est-ce que vous vous adaptez à toutes ces problématiques? Alors, c'est une vraie question, mais il y a une crise du logement, c'est-à-dire que les logements ne sont pas toujours là où on aimerait qu'ils soient. Il y a tout un enjeu de remise sur le marché de logements vacants. Je ne rentre pas dans ce débat-là. Mais ce que je veux dire là, parce que c'est quand même une politique qui me tient à cœur, c'est qu'on a une politique du logement, et notamment du logement social, qui est une politique qui est bien huilée. C'est-à-dire c'est un modèle économique qui fonctionne bien et qu'il faut chérir et qu'il faut sauvegarder. Et il est je pense, très armé pour pouvoir remporter cette bataille, cet enjeu de la transformation énergétique du parc social, notamment. L'École nationale des ponts et chaussées, intégrée au sein de l'Institut Polytechnique, rapprocher ces deux institutions, c'était pourquoi faire? Être compétitif sur le plan international? C'est, entre autres, aujourd'hui, l'ESR français est immergé dans l'ESR international qui est très concurrentiel. Enfin, vous avez en tête le classement de Shanghai, il y en a d'autres. Et c'est vrai que l'école des ponts, aussi prestigieuse soit-elle, est aussi attractive et puis riche de son histoire, n'a pas la taille forcément suffisante pour aller faire concurrence au niveau international. On n'a pas la masse critique, et l'enjeu de l'Institut Polytechnique de Paris, c'est à 6 de pouvoir aller attirer les meilleurs talents, à la fois les profs, les chercheurs, et puis aussi les élèves. Et donc, avec les 5 autres écoles, l'école polytechnique, l'ENSTA, l'ENSAE,
Télécom Paris et Télécom Sud Paris, sous la conduite de son président Thierry Coulon. C'est ce qu'on s'évertue de faire. Alors on va parler des élèves justement. C'est quoi le profil des élèves de l'École nationale des ponts et chaussées et comment attirer davantage de diversité, puisque c'est un des enjeux des grandes écoles. Alors le profil des élèves de l'École nationale des ponts et chaussées, c'est des profils de lycéens scientifiques qui ont choisi de faire des classes préparatoires aux grandes écoles et qui ont réussi un concours difficile, puisqu'on le partage avec 10 autres écoles. Et donc c'est des gens forts en maths, forts en physique, et tout l'enjeu que l'on a à l'école, c'est de les transformer pour en faire des ingénieurs, c'est-à-dire d'utiliser ces capacités, ces facilités qu'ils ont à modéliser, à manipuler les objets scientifiques pour les mettre au service des politiques publiques, des enjeux industriels qui sont devant nous. On parlait de la diversité en termes de répartition, filles, garçons, élèves issus des territoires de la province comme vous. Oui, eh bien, c'est un vrai enjeu. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de mes élèves qui viennent des territoires provinciaux, mais pas due proportion de ce que représentent ces territoires dans notre population. Et pour les filles, c'est, j'allais dire, encore pire, puisqu'on a entre 22 et 25% de filles à l'école des ponts suivant les années. C'est pas la proportion des filles dans la population. Que faites-vous alors pour pouvoir les attirer davantage, ces jeunes filles? Il faut leur montrer que le métier d'ingénieur, c'est pas ce que je disais tout à l'heure, c'est pas un métier masculin, un métier de la performance. Il faut pas avoir une vision viriliste du métier de l'ingénieur. Au contraire, encore moins aujourd'hui. Le métier de l'ingénieur aujourd'hui, c'est un ingénieur du soin des populations, comment on améliore les conditions de vie de nos populations dans les territoires, le soin de la nature, qui est une vraie question de comment on refait lien avec le vivant, ce qui pose des vraies questions très fondamentales dans la manière dont on les prépare à devenir ingénieurs. Et puis le soin des choses, moi j'aime beaucoup, on est une école des équipements, des infrastructures, c'est comment, encore une fois, on s'adapte à l'existant. Vous l'avez compris, travailler dans le logement social. Aujourd'hui, on fait du logement dans des ensembles immobiliers qui ont eu une première vie, qui n'était pas du tout dédiée au logement, et qu'on arrive aujourd'hui à transformer. Ben ça, c'est des questions techniques, c'est des questions d'ingénieurs, c'est des questions d'architectes qui sont importantes. Et je pense que ces sujets, c'est-à-dire cette vision beaucoup plus de la restauration que peuvent embrasser les ingénieurs, ça peut attirer aussi les filles, et pas uniquement les garçons aussi. Davantage, parce qu'il y en a quand même beaucoup quand même. La question d'un étudiant de Centrale Supélec à présent, la question juste après le jingle. La question de Centrale Supélec, autre grande école évidemment que vous connaissez bien. Comment mieux valoriser les métiers d'ingénieur pour les rendre plus attractifs pour les jeunes selon vous? Le premier, c'est de dire qu'il y a une crise du marché de l'emploi sur les ingénieurs. On manque d'ingénieurs en France. Donc en fait, il faut s'engager dans le métier parce que c'est l'assurance de trouver un job et un job plutôt bien payé. Et surtout dans ce contexte de réindustrialisation. Et dans ce contexte de réindustrialisation. Donc en plus, un job qui va être totalement épanouissant. On va avoir des vrais challenges à relever, quoi. Et donc ça, il faut le donner à voir. Il faut expliquer. Il ne faut pas dire devenez ingénieur. En plus, contrairement à avocat ou à médecin, voir ce qui est ingénieur, c'est pas complètement évident. Donc il faut l'imager en fait. Il faut imager ce qui est ingénieur, décrire ce qu'on attend aujourd'hui d'un ingénieur, qui est une image qu'il faut peut-être déconstruire par rapport à ce qu'elle a été dans les années 60, dans les années 70, notamment pour attirer d'autres populations vers ce métier d'ingénieur. Comment la définiriez-vous alors, concrètement? Il y a plein de manières de définir l'ingénieur, mais l'essence même, c'est quand même quelqu'un qui a cette capacité de regarder le monde par les chiffres, par la modélisation, et d'agir, en ayant une fois modélisé, d'agir sur le monde. Ce qui est intéressant aujourd'hui dans la manière dont on enseigne l'ingénierie, c'est de dire, utilisez à pleine puissance vos capacités analytiques, mais réintroduisez dedans les enjeux des sciences sociales, les usages, la manière dont nos concitoyens appréhendent le monde. Ça n'est pas qu'une question technique, c'est une question socio-technique. Et être un ingénieur, c'est être capable de faire ce pont, pour faire un mauvais jeu de mots, entre les usages, les sciences sociales et les sciences de l'ingénieur. Et encore une fois, à l'heure des transitions écologiques, des transitions énergétiques, et en s'appuyant sur la transition numérique, qui est aujourd'hui un gros vecteur d'attractivité pour nos jeunes, il y a de formidables métiers, aussi bien féminin que masculin, pour s'épanouir dans ce métier. Et puis pour renforcer l'attractivité, j'en terminerai par là, c'est aussi oser, et quelque part j'essaie d'y contribuer, que les ingénieurs participent du débat public.
objective un certain nombre de choses, peut-être apaise de temps en temps des débats publics qui ne s'appuient pas toujours sur des données très factuelles ou des expertises. Donc je souhaite que les ingénieurs prennent plus de place dans le débat public, ça permettra certainement d'attirer plus de jeunes. Et de les mettre en valeur et de les visualiser en tout cas. Voilà. La question de Verian, à présent, cabinet de conseil et d'audit dédié aux enjeux publics et d'opinion, c'est juste après le jingle. La question de Verian pour vous, Anthony Briand, c'est celle-ci, celle que vous avez choisie parmi plusieurs questions. En cette période d'instabilité et d'incertitude, quels sont les repères et les principes fondamentaux qui orientent vos décisions stratégiques et renforcent la résilience de votre organisation ? J'ai une chance, j'en ai plusieurs, mais j'ai la chance d'être à la tête d'une école qui est née en 1747. Et donc elle se vit dans le temps long. Et en fait, en période d'incertitude, c'est de pouvoir se projeter à moyen et à long terme. Et notre métier est formidable parce qu'en fait, on accueille des jeunes gens qui ont 20 ans, qui ont la vie devant eux, et on va les accompagner sur leur construction d'un projet professionnel, mais un projet professionnel qui va répondre à des enjeux dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Et en fait, aujourd'hui, ce que l'on fait à l'école, pour répondre à la question, c'est ça, c'est de dire quelle école, qui on veut être pour accompagner, pour outiller, pour donner la possibilité à ces jeunes gens de prendre les responsabilités qui sont devant eux. Et ça permet de s'écarter un tout petit peu des soubresauts du quotidien. On n'est pas obligé de répondre à l'urgence du quotidien. Voilà, on construit dans le moyen terme. Et puis le deuxième pour mes équipes, parce que c'est de construire en fait un collectif dans des moments agités où chacun se cherche, où on peut être un peu inquiet. Et Dieu sait qu'il y a des raisons d'être inquiet. C'est de commencer par construire un collectif qui soit fédéré, qui se reconnaisse, qui ait plaisir à venir travailler ensemble. Et ça, c'est d'autant plus simple que, vous voyez, vous êtes fiers de la mission qui vous est confiée, que chacun sait quelle est sa place dans le déploiement de cette mission-là. Question de l'hémicycle à présent. C'est vous qui allez peut-être poser les questions, on va le voir juste après le jingle. La question de l'hémicycle, Anthony Briand, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à nos hommes et nos femmes qui nous gouvernent? C'est à vous, vous avez 1 à 2 minutes. Face caméra. Merci. Je ne sais pas si c'est aux femmes et aux hommes qui nous gouvernent, mais c'est à l'ensemble des gens qui participent de cette formation de nos jeunes et de leur accompagnement dans la vie professionnelle que je veux m'exprimer. On le sait, les filles et les enfants qui viennent de milieux moins favorisés s'orientent moins souvent vers les carrières scientifiques, moins souvent vers les métiers de l'ingénieur. Même d'ailleurs quand je prends l'exemple des filles, c'est une récente étude du service statistique du ministère de l'Éducation, montre que même quand elles font en première maths et physique, en fin de terminale, elles s'orientent moins souvent vers les classes préparatoires aux grandes écoles ou vers les écoles d'ingénieurs. Et donc ce que je veux dire, c'est mobilisons-nous tous sur toute la chaîne, les écoles d'ingénieurs, les professeurs de classes préparatoires, les professeurs de collège et de lycée, pour leur donner, leur montrer, leur expliquer que les carrières scientifiques, les métiers de l'ingénieur sont des métiers épanouissants, démystifier le caractère parfois vécu comme difficile des études scientifiques, démystifier en partie les classes préparatoires. Les classes préparatoires sont des endroits où effectivement il faut travailler, mais dans une saine émulation avec un vrai esprit de camaraderie. Et puis les écoles d'ingénieurs, c'est la vraie occasion de faire des métiers utiles au reste du corps social. Et pour ça, pour inviter ces jeunes filles et ces jeunes gens à s'engager, il faut des rôles modèles, il faut des occasions de leur présenter la diversité des métiers, de la décliner au féminin. On le fait notamment à l'école des ponts en essayant de mettre en lumière, de mettre en image, de mettre en mots ce que sont les métiers de l'ingénieur au féminin notamment. Et donc j'invite, les initiatives sont lancées, mais je pense qu'il faut qu'on continue à se mobiliser collectivement pour présenter ces rôles modèles et donner confiance à ces jeunes filles et à ces jeunes gens qui vivent dans nos territoires, que les classes préparatoires c'est pour eux et les écoles d'ingénieurs derrière c'est pour eux. Et c'est accessible. Et c'est totalement accessible. Merci beaucoup Anthony Briand d'avoir participé à On se dit tout. Vous êtes un décideur engagé, on l'aura compris. Merci. Merci à vous pour votre fidélité à notre émission. On se retrouve très très vite pour un prochain numéro. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.